Bonjour à tous. Donc on vous accueille sur la table ronde reprogrammer nos imaginaires pour des futurs désirables. Alors je résiste pas à commencer par une petite citation que j'aime bien, que j'ai déjà utilisée ailleurs, mais je vais la relire. Des temps difficiles s'annoncent, où nous aurons besoin de la voix des écrivains capables d'envisager des alternatives à notre mode de vie actuel, de voir au-delà de nos sociétés paralysées par la peur et ces technologies obsessionnelles pour découvrir d'autres façons d'être, et même d'imaginer de véritables raisons d'espérer. Nous aurons besoin d'écrivains qui n'oublient pas la liberté, des poètes, des visionnaires, des réalistes d'une réalité plus vaste. Alors des réalités plus vastes et un vaste sujet. Donc on est 4 pour vous en parler aujourd'hui. Alors, je vais vous laisser vous présenter, peut-être en commençant par Éléonore. Bonjour à tous, je m'appelle Éléonore Gate, je suis ici parce que j'ai créé il y a 2 ans une structure qui s'appelle l'Observatoire de la fiction. Alors sous son nom un peu sérieux, l'Observatoire en fait on est un petit groupe de recherche et notre mission c'est de produire des études quantitatives sur la manière dont la fiction, alors plutôt audiovisuelle, cinéma, télévision, parle et incarne notamment les enjeux de transition écologique et les enjeux sociétaux plus largement. Pourquoi on fait ça? Pour 2 raisons. La première, c'est parce que d'un point de vue académique, c'est super intéressant, parce que la fiction et les histoires qu'on se raconte, c'est un excellent miroir de notre niveau de conscience collective et des choses qui agitent un peu la société. Et la deuxième raison, c'est qu'on s'est rendu compte que, dans la lignée de cette citation qui a été donnée en introduction, il y a beaucoup d'artistes ou de créateurs, créatrices qui ont envie de s'emparer de ces sujets-là et de savoir comment décrire des futurs désirables ou pourquoi pas un présent déjà plus désirable, mais se sentent un peu désemparés pour le faire. Et l'une des raisons, c'est qu'il manque aujourd'hui un socle un peu factuel qui est quel est le point de départ. On sent bien instinctivement tous que les imaginaires dominants dans nos récits, c'est pas forcément les plus durables, mais on a du mal à l'objectiver. Donc l'Observatoire de la fiction, c'est ça la mission qu'il se donne, c'est de l'objectiver, de le mesurer, de le quantifier, et de venir ensuite accompagner les professionnels de l'audiovisuel dans leur réflexion sur la base d'un socle factuel solide. Étienne. Bonjour à toutes et à tous. On entend ? Bonjour. Ok. Pardon, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Étienne Quinge et moi je suis expert en environnement développement durable depuis 25 ans, donc je prends en compte l'environnement et le développement durable dans les projets, dans l'aménagement du territoire sur des très gros projets depuis longtemps. Et depuis 2014, j'ai une deuxième activité qui consiste à écrire des romans d'anticipation et notamment des fictions climatiques, donc qui sont plutôt en fait des dystopies. Et parce que je les ai écrits jusque-là, celles qui ont été publiées avant le Covid, et que je trouvais à ce moment-là, dans cette période-là, que la société était beaucoup trop optimiste par rapport à la nature des enjeux. Et puis, arrivé post-Covid, il y a eu le message de générer des textes positifs. Alors, c'est vrai que je l'ai reçu un peu bizarrement au début, on en reparlera peut-être plus tard. Mais du coup, quand je me suis posé la question de ce que je voulais écrire après Symphonie atomique, qui est quand même une grosse dystopie sur l'environnemental, je me suis dit, tu as besoin d'écrire quelque chose de positif, tu as besoin de générer une autre vision du monde. Et c'est mon prochain roman qui sort en octobre de cette année. Donc les romans ont été publiés aux éditions Critiques et repris en poche chez Pocket Imaginaire. Et on y reviendra. Olivier. Oui, bonsoir. Je suis sociologue de la culture, du numérique et de la politique qui va avec maintenant aujourd'hui. Je fais ça depuis une vingtaine d'années maintenant. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur les gens qui travaillent à produire des imaginaires, à produire des services qui nous ancrent et nous projettent dans le futur. Et du coup, d'ailleurs, je vois un peu ces endroits ici, là, comme le salon d'aujourd'hui, comme un musée. Pour moi, c'est toujours une expérience un peu décalée. D'ailleurs, je ne regarde pas du tout ce type d'endroit comme les autres. Je ne regarde pas au même endroit, je ne regarde pas la même direction. Je regarde beaucoup les pieds, par exemple. Je regarde beaucoup en l'air aussi. Je regarde les panneaux, les inscriptions sur les panneaux. Et d'une certaine façon, je le lis un peu comme un roman aussi. Et puis je suis directeur adjoint du Centre Internet et Société du CNRS, qui est un centre multidisciplinaire, interdisciplinaire, et où on travaille pas sur le monde entier, mais quand même, on travaille sur les États-Unis, on travaille sur la Russie, on travaille sur l'Inde, on travaille sur la Chine aussi, et bien sûr sur la France, ce qui nous donne une perspective riche et comparée. Et je pense qu'on va y revenir tout de suite.
Moi, juste avant, et après je laisserai la parole parce que je suis. Donc, je suis Gilles Moreau. Moi, je suis un ancien de Vercors où on a essayé de changer le récit sur l'industrie et on a plutôt bien réussi. Et maintenant, je suis sorti de Vercors, je suis consultant et je travaille sur le développement durable, l'innovation, la prospective et je vais modérer cette discussion. Juste avant, on en a déjà parlé, imaginaire, récit. Je vais redonner des petites définitions qui vont nous intéresser aujourd'hui pour être sur la même longueur d'onde et pas vous perdre. Donc les récits, c'est vraiment une manière de raconter des événements. En effet, il y a un récit aujourd'hui sur une manière de raconter la tech. Ces manières de raconter quelque chose, c'est jamais neutre. Quand on veut parler de la tech, on peut en parler de plein de manières différentes. Il y a des opposants devant le salon qui en parlent d'une manière différente. Et donc ça c'est les récits. Et après, les imaginaires, c'est autre chose. C'est plus personnel, c'est plus les gens. Et c'est comment on appréhende le monde avec des limites, sans limites. Et comment on se pose nous-mêmes ces limites. Et ces deux-là, récits et imaginaire, ils interagissent énormément. J'aimerais bien qu'on commence, Olivier, avec toi, sur la manière... Là, on est dans la tech. Parlons de tech et parlons de ce que tu as pu voir sur la tech en Californie et le lien peut-être, pour rester sur la science-fiction, c'est peut-être ce qui va nous intéresser aujourd'hui, sur le lien entre la science-fiction et les tech bros, ou en tout cas les entrepreneurs de la Silicon Valley. Tu as plein de choses à dire, j'imagine, là-dessus. Peut-être pas plus de 10 minutes, quoi, même 2-3 minutes, ça serait bien. Non, je pense effectivement j'ai écrit plus de 1000 pages sur le sujet, donc en 2 minutes... non, mais je suis toujours un peu embarrassé parce que la tech, voilà, la tech du nord de la Californie, c'est pas toute la tech, et la tech aux États-Unis, c'est pas toute la tech, et généralement la manière dont les médias en parlent, ils parlent de 10 personnes et de 10 boîtes, et ça résume toute la tech. Et en fait, c'est une industrie qui est assez fascinante, qui a une histoire hyper ancienne, c'est une histoire qui commence avant même l'histoire d'Hollywood, qui a plus de 100 ans. Voilà, il y a une présence, une réflexion, un sens de l'histoire relatif à la tech dans le nord de la Californie depuis 150 ans, pour des raisons très précises d'ailleurs. Et ce qui est assez fascinant, enfin en tout cas pour un Européen, pour un Français, vous savez que les Français, c'est la population la plus sceptique, la plus cynique par rapport aux nouvelles technologies, y compris sur l'intelligence artificielle. On est vraiment... the top en la matière, versus, alors je ne sais pas si si ça doit être inquiétant ou enthousiasmant, mais voilà, les endroits du monde où on est le plus enthousiaste, c'est Dubaï, c'est l'Arabie Saoudite, c'est Singapour, c'est la Chine, bon, qui ne sont pas toujours le top des démocraties d'ailleurs. Et alors, la vraie spécificité, je trouve, dans le nord de la Californie, c'est qu'ils ont développé et protégé un rapport hyper enthousiaste aux nouvelles technologies. Alors, il n'aura échappé à personne qu'il n'y a pas consensus aujourd'hui aux États-Unis sur la question de la place à donner aux nouvelles technologies, y compris au sein de la tech telle qu'elle est portée au sein de la Silicon Valley. Il ne faut pas oublier que le paradoxe, c'est que le visage et les voix de la Silicon Valley, c'est beaucoup des gens qui ont critiqué la Silicon Valley, voire qui en sont partis, voire qui en partent au moment même où je vous parle. Voilà, Elon Musk, Peter Thiel et consorts sont partis de la Silicon Valley. Et du coup, il y a des jeux d'opposition entre différents récits technologiques. Est-ce qu'on doit accélérer? Est-ce qu'on doit un peu ralentir? Est-ce qu'on doit encadrer? Pas du tout. Est-ce que la tech elle doit servir purement une population très limitée de blancs, hommes, WASP, ou est-ce qu'elle doit servir l'ensemble de l'humanité? Mais du coup, comment on définit l'humanité? C'est aussi cette question-là. Et je trouve qu'un des mérites de la période actuelle, qu'on n'a peut-être pas beaucoup, mais un des mérites de la période actuelle, c'est quand même de nous obliger à refaire de la philosophie de l'histoire et de la philosophie tout court, et même de manière très ordinaire. Et je crois que d'ailleurs l'inscription première quand on rentre, c'est l'essence de la tech, qui est vraiment une question de philosophie. Exactement, super intéressant. Donc tu le dis un petit peu, et j'aimerais bien aussi peut-être, Éléonore, ton avis sur comment ça nous enferme quelque part, ce premier récit de la tech, comment on est sur un premier enfermement là-dessus.
Alors, je ne sais pas si je vais répondre à la question, mais je peux parler de la manière, en tout cas, dont cet imaginaire de la tech, il est représenté à l'écran, au cinéma, à la télévision. Alors, on a des objets d'études qui sont assez particuliers à l'Observatoire. On s'intéresse d'une part beaucoup à la télévision française, parce que c'est un objet d'influence fort, et d'autre part à des échantillons assez emblématiques de la production cinématographique. Donc, le Festival de Cannes, les films qui sont nommés au César, là, prochainement. Donc ça exclut de fait pas mal un certain nombre d'objets cinématographiques, notamment la science-fiction, etc. Donc cet imaginaire-là, je ne peux pas trop en parler, mais il y a quand même deux invariants dans la manière dont la technologie est représentée à l'écran. Le premier, c'est que c'est toujours très éthéré, c'est-à-dire que jamais, et y compris d'ailleurs un film dont la tech est le sujet principal, ne montre l'envers du décor, c'est-à-dire la matérialité de la technologie, le fait qu'il y a besoin d'infrastructures, de câbles, de data centers, etc. Donc c'est un imaginaire qui reste très, très lisse, à l'instar de ce que peut être l'imaginaire collectif du cloud ou de tous ces objets très beaux, très, très immatériels qu'on possède. Et le second invariant, c'est que certains aspects de la tech sont omniprésents dans le quotidien. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a trois choses qu'on observe systématiquement dans tous les contenus qu'on observe. C'est l'utilisation du smartphone, la consommation d'alcool et l'utilisation de voitures individuelles. Je ne sais pas si c'est le portrait de l'humanité qu'on a vraiment envie de mettre en avant, mais c'est vraiment les trois choses que tous les humains font de manière universelle, quelle que soit leur culture, etc. Donc le smartphone est omniprésent et le reste de la tech beaucoup moins. Par exemple, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir est-ce que l'utilisation des IA génératives commence à arriver sur nos écrans. C'est-à-dire est-ce que les personnages se familiarisent avec ces technologies ? Eh bien pas tellement en fait. Et il y a une espèce quand même de défiance autour de ces sujets-là. Alors la question environnementale n'est jamais questionnée par les personnages, mais ils vont beaucoup parler de la question de la santé mentale, par exemple, de l'aliénation à la technologie, la question de la protection des données, de la cybersécurité, etc. Donc il y a quand même un imaginaire de la tech comme quelque chose d'omniprésent, mais qui reste assez questionné, ou en tout cas il y a une forme de prise de recul. Donc je ne sais pas si ça nous enferme. J'ai l'impression que, en tout cas dans la fiction, il y a une prise de recul sur ces sujets-là. Ok. Et toi, Étienne, du coup Alors c'est assez amusant parce que moi en tant qu'auteur, de SF, la tech c'est ni bien ni mal en fait. C'est plutôt l'usage qu'on en fait. Moi, je dis toujours, avec un marteau, on plante des clous ou on fracasse la tête de son voisin, c'est le même marteau, c'est l'usage qui diffère. Et ce qui m'intéresse, moi, en tant qu'auteur, finalement, c'est de réfléchir au lien entre les valeurs qu'ont la société, la psychologie qu'ont les gens par rapport à ces valeurs et l'usage qui est fait derrière de la technologie. Parce que derrière l'usage, il y a tout un jeu de valeurs de social et individuel qui vient dicter cet usage. Et c'est ça que je trouve intéressant de creuser parce que du coup, on rentre dans le social et dans le sociétal et dans le lien entre la tech et le social et le sociétal. Alors assez souvent, c'est un lien qui est négatif. Parce qu'on reviendra sur l'aspect dystopie-utopie et la difficulté d'écrire des utopies, je pense. Mais du coup, c'est vrai que pour moi, la technologie, c'est ni bien ni mal. En plus, dans ton dernier ouvrage, tu utilisais une des technologies qui est justement une des plus clivantes. Tu parlais symphonie atomique, donc le nucléaire. Est-ce que ça, le récit, tu l'as utilisé comme tu viens de le dire, c'est-à-dire c'est ni bien ni mal, c'est juste un outil parmi les autres qui sont... Alors ça, c'est un peu un effet scénaristique. C'est un peu un effet scénaristique que j'ai utilisé parce que quand j'écrivais Symphonie atomique en 2019-2020, avant le Covid, moi, mon objectif dans ce roman, c'était de montrer le monde à plus 4 degrés tel que le voit un expert. Et du coup, c'était un peu de mettre une grande claque dans la figure du lecteur parce que je trouvais que la société, à ce moment-là, était beaucoup trop optimiste. Après, c'est comme ça que je suis venu écrire une utopie après le Covid parce que là, le monde s'est assombri et du coup, en réaction, j'avais besoin d'écrire quelque chose de plus positif. Mais je me disais qu'une menace nucléaire dans Symphonie atomique serait un petit charme suranné des années 70. Et puis finalement, en fait, la réalité m'a rattrapé assez violemment, très rapidement après sa sortie, puisque 6 mois après la sortie du roman, c'était le début de la guerre en Ukraine. Et donc, la réalité rattrape souvent la fiction et parfois pas de loin. Si tu veux continuer sur dystopie, utopie, après évidemment je passerai la parole, mais tu es dessus déjà, donc comment
comment on peut parler de ces deux imaginaires qui quelque part, alors là on va être dans la pure science-fiction, on reste proche de la tech, mais comment on peut parler de ces deux courants et qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter demain, comment ils pourraient, à la fois la dystopie pour continuer à tirer le fil sur l'enfermement nous enferme un peu et l'utopie nous ouvre ou pas. Moi j'ai pas d'avis, juste... Explique-nous comment, tu l'as dit un petit peu, comment tu étais passé de l'un à l'autre. Ouais, qu'est-ce qui est difficile dans l'un, qu'est-ce qui est facile dans l'autre. Et puis après, on pourra. Évidemment, on passe la parole. Ce que je peux dire, mais il y a peut-être un biais lié à mon métier d'expert en développement durable, c'est que Symphonie Atomique, qui est une dystopie, j'ai eu aucun mal à l'écrire. C'est-à-dire que je voyais très bien le monde tel que je voulais le décrire, en fait, par rapport à la vision que je peux m'en faire au quotidien. Et c'est assez facile d'écrire une dystopie parce que c'est assez facile de créer une tension qui va maintenir l'attention du lecteur durant tout l'ouvrage, en fait. Ce qui est extrêmement important parce que si vous écrivez, c'est quand même pour qu'il y ait quelqu'un qui lise derrière. Donc il ne faut pas que les gens décrochent. Et quand vous écrivez une utopie, c'est beaucoup plus difficile cette mécanique d'accrochage du lecteur parce que par définition, dans une utopie, les choses vont bien. Et donc quand les choses vont bien, il n'y a pas grand-chose à raconter et donc le lecteur décroche. Et puis derrière ça, il y a autre chose, c'est qu'une utopie... Alors un roman, un récit pour un auteur, il faut savoir que c'est trois choses. C'est un univers, des personnages qu'il incarne et une intrigue. Et donc on peut jouer sur ces trois paramètres-là. On peut imaginer une utopie qui vienne de l'univers et qui vient influencer les gens et l'intrigue. Une utopie qui vient de l'intrigue et qui va influencer les gens et le monde. Et une utopie qui vient des gens et qui va influencer l'intrigue et le monde. Ou alors les trois à la fois. Mais du coup, il faut imaginer cette utopie aussi. Or, l'utopie des uns et la dystopie des autres. Et l'exemple typique que je peux dire, c'est que quand j'écrivais Symphonie Atomique, je m'étais dit, je vais quand même essayer de faire une proposition positive. Et j'ai imaginé une Europe, parce que donc en gros, il y a 4 puissances dans Symphonie Atomique, les Russes, les Chinois, les Américains, qui ont continué tout droit comme des fous dans leur lignée. Et puis je me suis dit, ça serait bien que l'Europe ait réussi sa transition. Et donc j'ai essayé d'imaginer ce qu'était un système qui avait réussi sa transition. Et à la fin du roman, quand j'ai relu tout ça, je me suis fait, mais en fait, est-ce que c'est une démocratie qui a réussi sa transition ou une horrible dictature verte ? Et franchement, même moi, je n'ai pas la réponse. C'est-à-dire que c'est tellement ambigu. En fait, disons que dans le roman, c'est plutôt réussi parce que les gens adhèrent à tout le système et sont positifs par rapport à ça, ils le portent. Par contre, pour la plupart des humains d'aujourd'hui, c'est une horrible dystopie, c'est une horrible dictature verte. Donc pour dire, la difficulté, elle est sur différents niveaux. À la fois imaginer l'utopie et à la fois maintenir l'attention du lecteur. Éléonore, je veux bien que tu reprennes là-dessus. Ouais, alors d'abord, je voudrais réagir à un truc qu'Étienne a dit, que c'est difficile d'écrire une utopie parce que dans une utopie, tout va bien et du coup, le lecteur a du mal à être accroché. Et en fait, je l'entends souvent, cette phrase-là, et ça me fait réfléchir parce qu'il y a quand même énormément de récits écrits ou audiovisuels qui se passent dans notre monde actuel et qui accrochent tout à fait le lecteur. Est-ce que ça veut dire qu'on vit déjà dans une dystopie pour que ce soit aussi prenant et aussi fascinant ? Je ne sais pas. Cela dit, donc la question de la dystopie, de l'utopie, moi elle m'inspire deux choses. La première, c'est qu'on sait que les dystopies, c'est pas le meilleur moyen en tout cas de susciter le passage à l'action ou l'espoir. Il y a des travaux de l'ADEME notamment qui ont été faits là-dessus qui sont assez parlants. En fait, la dystopie, elle va avoir peut-être deux effets sur les gens. Soit un côté, ok, si c'est ça qui nous attend, foutu pour foutu, à quoi bon ? Soit un côté un peu relativiste, et ah mais en fait ça va, on a de la marge. Je me souviens, je crois que c'était la série The Last of Us, j'avais vu une pub dans un abribus là, et en fait leur slogan c'était vous pensiez que le monde va mal, vous n'avez encore rien vu. Et en fait, ça me paraissait presque irresponsable comme communication de dire ok, en fait, ça va, ce qu'on est en train de vivre là, c'est cool par rapport au champ des possibles. Pas besoin d'agir, c'est bon, ça va. Voilà, donc la dystopie, pas top. En fait, ce que ça m'inspire souvent, cette réflexion sur utopie, dystopie, c'est que la question, c'est quand même d'inventer des futurs, je ne sais plus comment on a tourné la table ronde, mais la question des futurs désirables, et qu'en fait, on a du mal à se dire que pour inventer un futur, on n'est pas obligé de se projeter dans le futur, c'est-à-dire que le futur il s'invente aussi maintenant, et c'est un peu la recommandation qu'on fait beaucoup à l'Observatoire de la fiction quand on travaille avec les professionnels, c'est que il y a tout un champ des possibles entre décrire le monde exactement tel qu'il est aujourd'hui et le monde tel qu'on aimerait qu'il soit, parce que ça c'est un exercice qui est très difficile. Et déjà, en fait, s'emparer de tout un tas de signaux faibles ou d'initiatives qui existent déjà et montrer ce qu'on a envie
dans le monde actuel, de mettre en évidence et invisibiliser le reste, c'est aussi une des manières de faire sans avoir besoin nécessairement de se projeter dans un avenir. Alors évidemment, pour les auteurs de science-fiction, c'est hors propos ce que je raconte là, mais voilà, dire que le futur, en fait, il se construit déjà maintenant et que l'imaginaire d'aujourd'hui, on peut déjà le creuser. Parfait, par l'exemple presque. Olivier, ton avis là-dessus? Oui, non, mais je voudrais quand même rappeler que la fiction déborde la fiction. Et que en fait, la fiction, elle est partout. Elle est dans notre vie, elle n'est pas juste quand on ouvre un livre, quand on va au cinéma ou quand on joue aux jeux vidéo. Et de ce point de vue-là, enfin, moi, la manière dont j'ai vu évoluer la tech, je l'ai vu aussi évoluer sur ce plan-là. C'est-à-dire qu'elle est devenue une boîte à histoire, d'une certaine façon. Éléonore disait que la tech est pas trop représentée, pas bien représentée. Et c'est vrai dans l'univers dit de fiction. Mais si on regarde les professionnels de la tech, passent leur vie à raconter des histoires. À se représenter elles-mêmes. Passent leur vie à raconter des histoires. Parfois, ils le font moyen, parfois, ils le font de manière extraordinaire. Steve Jobs était un storyteller extraordinaire, avec un pouvoir de magnétisme et d'entraînement qui a encore des effets aujourd'hui. Et c'est assez frappant de voir l'évolution. Je crois le premier film un peu significatif qui a été fait sur la Silicon Valley, c'est Permis de tuer, Born to Kill, 1986, un vieux Roger Moore, intrigue totalement obscure qui se termine avec un méchant nazi déguisé en russe qui veut faire exploser la Silicon Valley, c'est-à-dire l'information et les systèmes d'information dans le monde, comprendre le bien, d'une certaine façon. Et du coup, je voulais un peu réagir sur cette histoire de marteau, neutralité et tout ça. Et je ne donnerai pas mon avis, mais je dirais juste la manière dont les professionnels le vivent dans cette industrie. Ils passent leur temps à parler de morale, mais constamment. Et d'ailleurs, quand on utilise ces services, on voit bien qu'entre Grok, Gemini, OpenAI ou Llama, il y a quand même des propositions qui sont quand même relativement différentes et en valeur parfois complètement antagonistes. Et du coup, par rapport à la question qu'on est en train de poser, c'est un vrai enjeu. Enfin, tu parlais tout à l'heure au début d'enfermement. C'est un vrai enjeu parce que du coup, quel contre-récit on a à offrir par rapport à ce type de récit-là, qui est hyper dominant, et que ça soit positif ou critique. Et au final, ça ne change rien, d'une certaine façon. Moi, les journalistes, j'ai quand même pas mal de demandes, et honnêtement, 90% du temps, c'est pour parler de Sam Altman, de Elon Musk, de Mark Zuckerberg. Et en fait, j'essaie de leur expliquer, mais c'est pas le problème, quoi. C'est pas le problème, parce que le problème, c'est pourquoi on parle d'eux. Voilà. Donc il faut essayer de remonter le fil de l'histoire pour comprendre pourquoi on parle d'eux. Quelles institutions sociales, économiques, culturelles font qu'on est complètement concentré et d'une certaine façon qu'on se sent aussi happé et dominé par ça et qu'on a beaucoup de mal à en sortir. Et d'ailleurs, je pense que c'est un constat qui s'applique plus généralement à la tech, quoi. C'est vrai que dans nos vies, enfin du moins beaucoup de vies, il y a ce rapport très très ambivalent à la fois d'une grande praticité, quoi, de ces objets, de cet univers, d'un effet d'enchantement très fort et en même temps d'un sentiment de dépendance aussi profond, parce que les gens sont à la fois aussi heureux d'avoir ChatGPT qui leur donne plein d'informations que leur donnerait leur médecin, et en même temps très malheureux parce que ça constitue et ça apporte plein de limites à leur vie. Et ça, ce genre de choses, de sentiments ambivalents, je trouve qu'il se traduit par plein de métaphores, notamment celle-ci, reprogrammer nos imaginaires. Bon, c'est un lapsus, quoi. On est chez le psy. Parce que reprogrammer, on ne reprogramme pas des imaginaires. On ne programme pas des imaginaires, ou sinon, plutôt du temps de l'Allemagne fasciste, et peut-être qu'on a rebouclé, effectivement, avec cette période-là. Et du coup, non, continue, parce que pour t'embêter sur les aspects... Tu as survolé les aspects de morale, que je trouve vachement intéressant. Et, parce que utopie, dystopie, finalement, on ne parle pas de morale. C'est un bilan, c'est-à-dire, dans un sens... on s'en est sorti, de l'autre côté on est dans une galère, je vais le dire avec mes mots, mais quelque part il n'y a pas de morale. Pourtant il y a eu un chemin qui a été pris et celui-là il pourrait être moral. Et pourquoi on... Enfin, je sais pas, tu l'as dit, tu l'as pas tiré au bout. Non mais,
je crois m'autoriser d'expertise en disant que le genre de l'utopie, c'est un genre éminemment moral. Hein. À l'origine, l'utopie, c'est un genre critique du pouvoir, ironique, d'ailleurs qui n'a pas servi complètement à Thomas More quand il a écrit, et qu'il essaie de se dépatouiller avec une forme de pouvoir absolu, mais qui a un style du coup très très européen. C'est-à-dire que voilà, on crée un espace fictionnel dans lequel on va pouvoir projeter et du coup se positionner par rapport à tout un tas d'enjeux moraux. Et d'une certaine façon, la tech, elle ne s'intéresse pas trop à ce format-là. C'est-à-dire que nous, on est hyper attachés, on est européens. Le livre, on est né du livre, on s'attache encore au livre, on est un peu triste de ne plus lire assez. Mais dans la Silicon Valley, c'est pas du tout le propos. Genre, ils s'en foutent des livres radicalement, quoi. Par contre, ils ont exactement ce même rapport à la technique. La technique est un espace où ils projettent aussi des attentes, des enjeux de valeur, et ils parlent tout le temps de bien, de mal, de salut. Constamment, écoutez Elon Musk, il parle tout le temps d'humanité, de salut, de si on le fait pas, on va disparaître, de la civilisation va disparaître, etc., etc. Et c'est pas du tout le seul. Et d'ailleurs, si vous regardez l'histoire de grandes entreprises, constamment ils reviennent à ça. Apple qui naît avec cette idée que voilà, on va sortir l'informatique personnelle des griffes à la fois d'IBM mais aussi du complexe militaro-industriel. Google qui dit voilà, on va sortir une solution qui va permettre de casser d'une certaine façon et de sortir de l'informatique privée incarnée par Microsoft à cette époque-là. Et OpenAI, exactement la même chose. Je cite, on crée OpenAI pour éviter que l'intelligence artificielle tombe dans les mains des bad guys. Donc on retrouve vraiment cet enjeu narratif, philosophique et moral, vraiment à la fois au début et à la fin de l'histoire de la tech telle qu'elle nous est racontée en tout cas. Super clair. Je ne sais pas, Étienne, si tu veux rebondir sur la manière dont ces outils-là et leur moralité peut être intégrée dans des récits. Moi, ça... Eh ben, pour le coup, moi, c'est le mot moral que j'aime pas trop, mais parce que je trouve ça très tombé du ciel, en fait, la morale. Je préfère parler de valeurs en général, mais je vois tout à fait le lien, mais c'est plus un blocage personnel, ça, je pense. Et du coup, oui, ce récit, tout ce narratif de la tech, de la Silicon Valley qui nous est vendu à longueur de journée avec des moyens colossaux, en fait, c'est évident que ça pèse sur nous et c'est évident que la parole d'auteur a du mal à se faire entendre pour dire autre chose, par exemple. Ça m'apparaît comme une évidence en soi, mais parce que là, il y a des moyens qui sont mis sur le narratif, mais pareil, il y a un narratif politique qui est à l'œuvre, qu'on voit aujourd'hui, que ce soit chez Trump, chez Poutine ou chez n'importe quel dirigeant de ce type-là, il y a tout un narratif qui est mis en place. En fait, il y a toujours un narratif qui accompagne les grandes idées. Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'utopie des uns et la dystopie des autres, parce que en règle générale, tout le monde n'est pas d'accord sur justement qu'est-ce qu'il faut faire avec ces valeurs-là. Typiquement, moi, j'ai un enjeu qui me paraît important dans cette notion sociétale de comment progresser, comment améliorer notre situation sociétale. C'est que je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est très individualiste et où le bien commun, entre guillemets, pèse pas lourd. C'est-à-dire que le poids dans nos décisions individuelles et collectives, surtout individuelles, de mon intérêt immédiat, de mon intérêt individuel immédiat, de satisfaction immédiate, pèse beaucoup plus lourd que l'impact que je vais avoir sur le bien commun qui est l'environnement, par exemple. Et donc ça, c'est rarement pris en compte. Et l'exemple typique, c'est les constellations de satellites de Musk. Il a demandé son avis à personne, juste il peut le faire, donc il l'a fait. Et en fait, l'humanité, s'il y a un problème, subira les conséquences de manière globale si ces satellites se mettent à se rentrer dedans ou qu'il y a un problème quelconque de ce type-là, ou même si sa boîte fait faillite et qu'il n'y a plus personne pour les gérer. Donc moi, typiquement, c'est cet aspect-là qui m'intéresse aussi. C'est le lien, alors sans sombrer dans l'extrême inverse, qu'est le communisme et qui avait son propre narratif au début du siècle, qui a fait des millions de morts. Donc sans sombrer là-dedans, c'est comment rééquilibrer en fait la prise de décision entre l'intérêt individuel qui est nécessaire à la motivation des personnes et à notre satisfaction personnelle, et puis l'intérêt collectif qui est nécessaire parce que sinon on va détruire notre environnement. Et quelque part, sans ce bien commun, il n'y a plus d'intérêt individuel parce que ce sera juste l'enfer.
Bon, moi, je vais pas rebondir là-dessus parce que c'est encore une autre vaste question. Je vais te laisser te débrouiller avec ça. Non, mais peut-être sur les, en tout cas sur les, ce que vous voyez dans les fictions sur ces presque ce double sujet. D'une part, l'individualité. Est-ce que c'est quelque chose qu'on repère ou qu'on voit quand vous faites l'observatoire de ça, et pareil sur la partie morale. Moi, ça me passionne tous ces sujets-là. Je ne sais pas si on arrive à tirer pour l'instant un fil complet, mais je suis intéressé par ton avis là-dessus. Je pense que ce serait malhonnête de dire que la fiction aujourd'hui, en tout cas celle qui fait l'objet de notre étude, le cinéma, la télévision, se fait systématiquement le relais de valeurs très individualistes ou d'imaginaires qui sont systématiquement consuméristes, technosolutionnistes. Ce serait malhonnête de faire une généralité. En fait, ça dépend énormément des objets qu'on étudie. Par exemple, dans le festival de Cannes, le cinéma cannois, c'est quand même un cinéma plutôt introspectif, très sociétal. Il y avait beaucoup d'interrogations dans la dernière sélection, justement, sur le rapport de l'homme à ses limites, aux limites terrestres. On sentait vraiment un homme en proie à un questionnement sur son avenir, sur son empreinte sur l'environnement, etc. Même si ce n'était pas dit frontalement. Après, c'est sûr que si vous allez regarder les productions Netflix, et notamment les productions Netflix américaines, là, on baigne effectivement dans des valeurs qui sont plus celles de l'accélération, du progrès technologique, de la réussite individuelle, la réussite qui passe beaucoup par du matérialisme, de la réussite financière, etc. Donc on ne peut pas généraliser, mais effectivement, sur certains corpus, on trouve ces choses-là. Après, c'est difficile de tomber dans des considérations morales parce que, et notamment en France, on est extrêmement attaché à la liberté d'expression, à la liberté de création. Et dès qu'on arrive sur ce terrain-là, de dire est-ce que vous êtes sûr que les valeurs que vous véhiculez dans vos fictions, c'est l'image que vous avez envie de renvoyer du monde, il y a toujours un petit mouvement de recul qui est non mais je suis bien libre de raconter ce que je veux, et la morale n'a pas du tout à se mêler de ça. Et d'un certain côté c'est très vrai, d'un autre côté il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres gens ou d'autres créateurs de récits qui ne se privent pas pour manufacturer leurs récits, pour y injecter leur propre morale. Donc il faut aussi se positionner en face de ça. Ouais, c'est un peu ce que disait Olivier sur le fait que ça débordait. Et mince, j'ai perdu le fil de ce que je voulais te demander. Aïe, aïe, aïe. Je voulais que tu continues sur ce que tu disais juste avant. Mais vas-y, Olivier, si tu veux prendre... Ouais. Non, oui. J'ai un collègue, Camille Peny, qui vient de sortir un bouquin et qui montre qu'en 30 ou 40 ans, quand les gens, on les interroge sur les inégalités, eux-mêmes ont changé de narratif. C'est-à-dire qu'ils disaient il y a 40 ans que c'était lié au patronat, capitalisme, organisation politique. Aujourd'hui, ils disent que c'est le mérite individuel. Et c'est quand même mystérieux, je veux dire, comme évolution. Et rapide en plus, ouais, c'est 30-40 ans... à l'échelle du monde, oui, c'est un clip, mais à l'échelle de moi, c'est ma vie en tout cas. Mais bon, enfin, en tout cas, il y a vraiment ce gap-là. Et bien sûr, il y a 1000 façons de l'expliquer. Est-ce que les récits, les fictions ont un rôle là-dedans? Sûrement. Mais la tech a joué un rôle absolument central dans cette évolution. Et un rôle qui est en fait hyper ambivalent. Parce que la promesse de la tech, enfin en tout cas de la Silicon Valley, c'est de tous et toutes nous transformer en entrepreneurs et en entrepreneuses. De nous-mêmes, d'organisations, de services. Et elle nous donne plein de services pour le faire. Je veux dire, elle tient sa promesse d'une certaine façon. Elle tient vraiment sa promesse. Alors là où il y a une filouterie, c'est que quand même elle capture beaucoup de valeur et elle arrête rigoureusement, ou du moins elle fait tout pour, de redistribuer. Ça c'est sûr. Et alors de l'autre côté, je veux dire, il y a le côté fun, l'apicracy, quoi. C'est-à-dire, effectivement, on se retrouve avec plein d'outils où on peut être entrepreneur, entrepreneuse de nous-mêmes, mais effectivement, c'est super quand on réussit. Quand on ne réussit pas, ça fait mal parce que du coup, tous les leviers sociaux, et y compris, en fait, en termes d'imaginaire, c'est-à-dire aussi bien de l'État, du syndicat, que le récit de « c'est pas ma faute, c'est eux », c'est pas ma faute, c'est le patron, ces récits-là, ils n'existent plus, et ces sécurités-là, ils n'existent plus. Du coup, une des questions quand même, aujourd'hui, enfin en tout cas en tant que Français, en tant qu'Européens, c'est de savoir comment combiner
ce récit-là hyper fort, mais assez brutal, de « on va vous donner des outils pour vous émanciper », et qui est une belle promesse, et en même temps, ne pas faire exploser le corps social. Quel que soit le corps social, et d'ailleurs il y a plein de propositions ici, c'est à la fois la région Auvergne, la France, l'Europe, la planète, j'ai même vu un cosmonaute tout à l'heure. Donc il y a plein de façons de penser le corps social, surtout que quand on parle de limites planétaires, en fait on doit intégrer aussi que le vivant, l'organique, le minéral, les cours d'eau font partie maintenant du social. Et notre capacité à l'intégrer va vraiment déterminer le futur du XXIe siècle. Super. Moi, je me donnais les 10 dernières minutes pour qu'on passe sur quels outils on peut utiliser. Tu commences à parler de contre-récits. Moi, je suis assez curieux de quels outils on peut utiliser pour être ni dans la dystopie ni dans l'utopie, mais être dans un imaginaire ou en tout cas un futur désirable, whatever it means. Qu'est-ce qu'on peut se donner ensemble comme ambition sur la tech, mais peut-être plus largement que sur la tech, sur de la politique. Via l'Observatoire, vous êtes sur des sujets directement avec les artistes, hein, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Mais voilà, je suis un peu curieux de vos réponses à ce qu'on peut voir comme l'enfermement dont je parlais au début, mais en tout cas cette pente négative, mine de rien. Et qu'est-ce qu'on peut en faire Comment on peut agir? Alors moi je vais prêcher pour ma paroisse, mais je pense que prendre le temps de se poser les bonnes questions, c'est important. C'est-à-dire, Olivier disait, aujourd'hui on a un narratif un peu sur le mérite individuel, le fait que n'importe qui avec les bons outils et la bonne volonté peut se transformer en auto-entrepreneur brillant. Et quand on contribue à ce narratif-là, et on le fait beaucoup aujourd'hui, il faut prendre le temps de se poser la question, mais au fait, pourquoi ? Pourquoi j'écris cette histoire-là comme ça ? Pourquoi moi-même, je suis imprégnée de ce narratif-là et est-ce qu'il me correspond vraiment ? Donc en fait, c'est ce qu'on essaye de faire à l'Observatoire. Hein. C'est pas de dire à chacun, tu devrais écrire ça ou ci ou comme ça ou prôner telle valeur. C'est prends le temps d'observer tes angles morts d'écriture, tes angles morts... Je parle beaucoup d'écriture, mais tout n'est pas sur les épaules des scénaristes dans l'audiovisuel. La manière dont vous allez éclairer une scène, la manière dont vous allez choisir vos décors, ça dit aussi beaucoup sur l'imaginaire que vous véhiculez. Et prends le temps de réfléchir à pourquoi tu le fais comme ça. Je vous donne un exemple, un des angles morts qu'on a relevé. On vient de publier une grande étude sur la télévision française. On a analysé environ un quart de la production annuelle télé française. Ça inclut les séries du quotidien, vous savez, Plus belle la vie, ces choses-là, et puis tous les téléfilms, et même les séries d'humour comme Scène de ménage. Et une des choses qu'on a observées, par exemple, à laquelle on ne s'attendait pas, c'est que, un peu à l'instar de ce qui se passe dans la société, la charge mentale de l'écologie, ou en tout cas des gestes écologiques, repose beaucoup sur les femmes. C'est-à-dire que plus volontiers, les femmes vont faire du vélo, être végétariennes, voilà. Et ça, quand on est scénariste, c'est un angle mort qu'on a parce qu'on le voit ailleurs, dans d'autres narratifs, sur les réseaux, j'en sais rien. Donc en fait, il faut prendre le temps de s'interroger et pas hésiter à s'outiller de gens qui ont le bon regard pour le faire. Parce que nous, on le fait pour la fiction, mais il y a des gens qui le font pour les médias, il y a des gens qui le font pour d'autres narratifs. Et voilà, prendre le temps d'éclairer ses propres angles morts. Alors j'ai l'impression que c'est super intéressant pour la fiction et les artistes, et je pense que ça peut être appliqué à peu près à tout ce sur quoi on voulait ouvrir, la tech, la politique, donc super. Je reviens quand même sur la fiction pour continuer avec Étienne sur ton avis là-dessus, et justement je sais que tu te poses en partie les questions dont vient de parler Éléonore. On a parlé dans ton livre de la parité, mais je veux bien en savoir plus. Et ce que tu fais aussi comme action, donc à la fois dans tes livres, mais aussi en dehors au travail, parce que voilà, tu as un lien d'auteur et de professionnel qui est assez fort en fait. Alors au niveau de l'écriture des romans, en fait, c'est une vraie question ça. Donc moi j'essaye de réfléchir par rapport à des enjeux, notamment de la parité, d'essayer d'avoir une représentativité des personnages qui soit équilibrée, et puis surtout d'essayer d'échapper aux stéréotypes. Et en essayant d'échapper aux stéréotypes, on se rend compte qu'on en est bourré, quoi. C'est absolument redoutable. C'est-à-dire que même avec des années passées dans le développement durable, où c'est quand même aussi des sujets qu'on aborde dans le management, etc., et en fait on se rend compte que malgré tout, il reste des biais.
Et je suis sûr que j'en ai raté, c'est-à-dire que l'aspect parité, j'y ai bien pensé, c'est un aspect assez facile, entre guillemets, parce que voilà, c'est assez dans la thématique. Assez facile à vérifier en plus. Et puis c'est assez facile à vérifier. D'ailleurs, je me demande si j'ai pas un petit biais dans mon utopie maintenant qu'on en parle, mais bon, c'est un autre sujet. Mais sinon, pour essayer d'être positif, moi, qui suis pas un grand optimiste, j'ai essayé d'écrire une utopie, ce que je trouve assez beau comme acte, même si à la fin, ça reste un petit peu ambigu quand même, parce que c'est moi. Et puis dans le travail, je dirais que là, je suis un peu plus optimiste. C'est-à-dire que depuis 25 ans que j'accompagne des entreprises et des collectivités dans la prise en compte de l'environnement dans les projets, ça s'améliore quand même s'il reste des gros défauts. Et par exemple, un des gros défauts de la prise en compte de l'environnement aujourd'hui dans les mécaniques de projet, c'est que le porteur de projet, il définit d'abord son projet, il le conçoit, et après il se dit « Ah ben mince, il y a l'environnement, alors j'ai des contraintes réglementaires ». Et puis il y a l'environnement qui arrive comme en plate sur jambe de bois ou comme une verrue sur le truc. Il faut reprendre la conception et donc on ne fait pas d'éco-conception. Donc dans ma société, là, on a porté ces dernières années un outil. Je travaille chez Artelia, qui est une grande société d'ingénierie qui gère à peu près 20 000 projets par an, donc c'est quand même assez important. Et l'idée, c'est de passer tous les gros projets d'abord, puis ensuite tous les projets dans cet outil très dès l'amont pour identifier les enjeux d'éco-conception, en fait. C'est-à-dire pour prendre l'environnement comme une donnée de projet et pas comme une contrainte de projet. Et ça, on est en train de le déployer en interne, là, depuis 2 mois. Super. Donc c'est vrai que ça, c'est un bon espoir, c'est de remonter la prise de décision. Et c'est ce que je disais, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, sur l'environnement, c'est prendre en compte l'environnement mieux, plus tôt, et qu'il y ait quelqu'un qui défende ce commun, ce bien social commun qui est commun à tout le monde, en fait. Donc comme dans les fictions, et ce que disait Éléonore, c'est se regarder avant d'agir et quelque part prendre le recul sur les actions qu'on est en train de faire si on n'a pas des biais et si on n'oublie pas l'éco-conception au départ. Et ben c'est ça. Et puis comme ça, on peut faire une feuille de route pour les concepteurs parce qu'aujourd'hui, on peut pas leur jeter la pierre vu qu'ils ne leur demandent rien, à part de la technique et de l'économique. Donc voilà, si on leur demande que ça, alors que si on leur ajoute une feuille de route, et ben ça devient une donnée supplémentaire qu'ils prennent en compte et qui est intégré dès le début. Très clair. Olivier, toi, sur les manières et en sortant peut-être de la pure fiction, de la fiction en dehors de la fiction, sur le politique, sur le tech, sur Oui, non, mais tout ça, je suis curieux de ton avis. Il faudrait reboucler avec la question de départ, c'est-à-dire c'est quoi les fictions. Je pense vraiment les fictions, c'est la science, c'est la philosophie, c'est la théologie, c'est une engueulade de couple, c'est aussi une fiction, quoi. C'est aussi quand on va chez le psy, on se raconte des histoires et ça permet de stabiliser plein de choses en fait. Et le problème, c'est que quand il y a une rigidification, il n'y a plus d'ouverture, quoi. On ne pense plus l'alternative d'une certaine façon. Donc moi, en tout cas, dans mon travail, ce qu'on essaie de faire avec les collègues, c'est vraiment d'ouvrir la tech, de sortir des visions dominantes de la tech, de regarder comment elle se développe au Brésil, comment elle se développe en Russie, comment elle se développe en Inde, qui est la première en puissance, peut-être pas adaptée, mais c'est le premier état technologique au monde, quoi. Si je vous demande, citez-moi 5 entrepreneurs indiens, je pense que ça va tâtonner, quoi. Bon, et aussi être capable de faire de la géographie, de faire de la démographie. Voilà, il y a 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à Internet. Pour plein de générations aujourd'hui, Internet, ça reste une fenêtre incroyable d'ouverture, une promesse incroyable d'accès à des informations, à de la santé, qui va avec plein de limites aussi, mais en tout cas qui est très très loin et assez exotique de notre rapport français qu'on pense toujours universel, mais qui n'est pas du tout. Et donc déjà faire ce travail-là. Et ensuite, voilà, il y a une tradition européenne qui est riche, qui n'est pas parfaite, qui a partie liée avec la critique, c'est-à-dire ce travail bizarre de se séparer de l'objet pour essayer de faire mieux. Voilà, et qui est une activité qu'on retrouve aussi bien dans le cinéma que dans la science, et qui correspond un peu à quand même notre philosophie de l'histoire à nous, et qui pourrait nous permettre, ou devrait nous permettre, de penser une tech des Lumières à un moment de l'histoire où les États-Unis nous promettent une tech sombre, et du coup, il y a sûrement des choses à jouer, à mieux interroger, à mieux ajuster entre les services qu'on développe et les valeurs qu'on veut défendre là-dedans. Et la morale, c'est un vieux mot un peu archaïque, mais la morale, c'est la question du bien et du mal.
Et c'est pas facile de vivre au-delà de ça. Quoi que nous en dise Nietzsche, c'est très compliqué de vivre au-delà de ça. Et ce moment, encore une fois, de l'histoire qui est chaotique, nous oblige, d'une certaine façon, à redéfinir qu'est-ce qu'on considère comme bien, qu'est-ce qu'on considère comme mal. Et puis le dernier point, c'est peut-être être plus attentif à des choses qui sont en fait très ordinaires. C'est-à-dire que la fiction, c'est les contenus, mais c'est aussi comment on les regarde, quoi. Hein. The media is the message. Et qu'aller au cinéma, c'est pas de la vidéo verticale, quoi. Et que d'une certaine façon, il y a une philosophie directionnelle à travers ça. On prend déjà des choix, on fait déjà des choix. C'est un dispositif et qui sont hyper différents, en fait. Ou lire un livre, c'est la même chose. C'est un espace mental qui se construit, qui est lié au passé et qui permet aussi une projection, qui n'est pas juste immersif, comme l'est souvent la vidéo verticale. Donc il y a plein d'options. Et puis le dernier point, je pourrais parler en fait de qu'est-ce que font l'avant-garde d'une certaine façon de ces milieux-là pour gérer tous les effets négatifs des produits qu'ils développent. C'est-à-dire, de la même manière que je pense qu'on peut interroger via les grandes tragédies hollywoodiennes les drames de la popularité et de nos micro-popularités. Voilà, je suis trop exposé, je me suis fait tacler, je me suis pris un dislike, etc. Et apprendre d'une certaine façon de cette forme de sagesse-là, qu'il faut savoir se déconnecter, qu'il faut savoir alterner, qu'il faut savoir avoir une maîtrise de son image. Et vous avez plein de modèles de stratégies différentes qui vont de Daniel Day-Lewis à Madonna. De la même manière, on peut regarder ce qui se passe dans l'industrie de la tech et comment ces gens-là, notamment dans la Silicon Valley, gèrent le rapport organique à la tech. Et ils le gèrent comment ? Leurs gamins, pas d'écran souvent. Ouais, je suis désolé de le dire. Enfin, bon, c'est peut-être plus compliqué que ça, mais quand même, hein, ils font hyper gaffe à ça, quoi. Ils se déconnectent régulièrement. Ils font des retraites sans écran total, soit volontaires, soit parce qu'ils explosent en fait. Ils vont au Burning Man beaucoup chaque année, qui permet un rapport réenchanté à la technique et aussi de se redemander la fonction de ces objets techniques et de sortir d'une espèce de brouhaha total et d'immersion absolue qui se caractérise et qui se traduit par un manque de distance en fait, ce qu'ils sont en train de faire. Donc de certaine façon, voilà, reprendre de la distance avec ce qu'on fait, re-regarder ce qu'on fait, ce qui est vraiment la définition première de la critique. Eh ben, je pense que ça rejoint ce que disait Éléonore. On a fini le temps, donc moi je vais juste conclure là-dessus. Donc l'important c'est de savoir prendre de la distance et de lire des livres. Je crois qu'on peut aussi dire ça. Ça me plaît bien. Merci beaucoup et puis au plaisir de discuter. Et voilà. Au revoir.